Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nouvelle semaine et dernière semaine de ce mois d'avril. Nous allons beaucoup parler politique dans cette édition avec notamment la question que vous avez certainement reçue lors de la publication de l'affiche annonçant cette émission. Est-ce que la présidentielle de 2025 est désormais dans les tiroirs de l'histoire ? Peut-on refermer totalement et définitivement les pages de cette présidentielle au lendemain de la démarche organisée et engagée par le MRC de Maurice Kamto auprès de l'Union africaine, au lendemain justement de ces dissensions observées au sein des partis politiques de l'opposition et des sorties de Issa Tiroma Bakari, toujours en exil, mais cela entre guillemets, et que certains qui ont été interpellés dans le cadre de la crise post-électorale sont encore gardés dans les maisons de détention. Peut-on considérer que la page de la présidentielle 2025 est définitivement tournée? On en parle avec nos invités. Certains sont déjà sur le plateau. C'est vrai que les embouteillages ces derniers temps, au lendemain des salaires et autres, ce n'est pas évident du tout. Fatimatou Bimché Bengono est là. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. C'est un plaisir, un privilège de porter la voix du RDPC sur votre plateau. Alors, ce matin, on a suivi un peu dans l'actualité que certains commerçants du marché Mokolo en colère se sont postés du côté de la primature. La mairie de la ville de Yaoundé ou la communauté urbaine de Yaoundé veut engager des opérations de déguerpissement au moins d'une partie du marché Mokolo pour le moderniser, le rendre plus accessible et en tout cas mieux organisé. Ces gens ne veulent pas, ce qui soulève la question des casse-têtes, des espaces, du casse-tête des espaces marchands dans nos villes, notamment le marché Mokolo que vous connaissez. Peut-on redresser le marché Mokolo? C'est vrai que ça, pour vous poser là, cette actualité pose la problématique des modernisations de nos villes. Et nous le voyons souvent sur les plateaux de télévision, même dans les réseaux sociaux, où certains indiquent que les villes d'autres pays sont suffisamment bien tracées, mieux respectées, bien la salubrité. En fait, les règles sont respectées. Alors, et les boutiques bien encadrées et tout. Mais lorsque nous arrivons dans notre contexte, nous avons l'impression que nous voulons et le beurre et l'argent du beurre. Oui. Lorsque vous passez dans les artères de nos rues, il y a des commerces improvisés qu'on trouve ici et là. Et le mot fétiche, c'est qu'on se débrouille, on va faire comment? On ne peut pas vouloir le développement et être réfractaire au comportement qui devrait apporter le développement. Lorsque nous prenons le cas de Mokolo, je suis convaincu que M. Jean-Jacques, lorsque vous y allez avec votre véhicule, vous êtes bien contraint de vous arrêter quelque part. Parce que c'est carrément impraticable. Donc, si le maire de la ville veut donner à notre marché un statut, un standard comme celui des autres grandes villes d'Afrique, nous pensons que c'est une bonne, décision. Seulement, je crois savoir qu'il y a eu un pourparler avec les commerçants, parce que il faudrait qu'on se le dise. J'avais suivi le maire de la ville qui était à la rencontre de ces commerçants-là, avec qui il avait échangé sur ces modalités. Donc maintenant, il est question qu'on les déguerpisse. Vous savez, la loi est dure, merci la loi. Il va falloir bien que ces commerçants et ces acteurs du pouvoir public trouvent le terrain d'entente pour apporter ce qu'eux-mêmes ils demandent. Il y a les boutiques, que les gens occupent les boutiques, que les prix pratiqués soient également accessibles à ceux qui... Parce que le constat justement, lorsqu'on va au marché Mokolo, les emprises publiques sont totalement occupées, les trottoirs sont occupés, une bonne partie de la chaussée est occupée par ces commerçants qui se créent du jour au lendemain. L'accès aux boutiques est difficile parce que même les couloirs qui doivent mener
aux boutiques régulièrement installées, avec des commerçants régulièrement installés, c'est presque pas possible. Quand vous prenez ce couloir, c'est comme un labyrinthe. On a l'impression que vous n'en sortirez pas. Un couteau peut être sorti, peut sortir n'importe où. De ce côté-là, tout est anarchique au point où le client qui va au marché doit pratiquement se blinder. Il faut protéger son argent, il faut protéger son téléphone, il faut protéger son sac, il faut se protéger soi-même. Ce que renvoie le marché Mokolo est totalement indigne d'une ville qui se veut moderne. Absolument, c'est pour cette raison que je disais tantôt, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il va bien falloir que les uns et les autres comprennent que chaque chose a un prix. Nous aimerions également aller dans nos marchés, prendre des couloirs, choisir nos rayons sans avoir besoin d'être soit interpellé, bousculé par... je vous assure, c'est un marché, en ce qui me concerne, ça fait peur. Ça fait peur. Maître Paul Roger Eyok, bonjour, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants de cet après-midi. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur ce plateau et je pense qu'on va passer d'agréables moments autour de ce sujet que vous avez bien voulu mettre sur la table. On aura le sujet au menu tout à l'heure, mais je vous amène d'abord dans les marchés, notamment le marché Mokolo. Vous y avez été ces derniers temps? La vérité, c'est que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au marché Mokolo parce que je connais un peu l'ambiance qui règne là-bas. Malheureusement, mon travail m'y a amené il y a quelques jours parce que de ce côté-là se trouve la division régionale de la police judiciaire du centre. J'ai donc une plainte que je suis, que monsieur le procureur a bien voulu coter à cette unité-là. Et donc, j'étais obligé de m'y rendre. Mais c'était très compliqué. Heureusement, j'avais quelqu'un d'autre qui était au volant, qui essayait de permettre que nous puissions bien nous garer et que je puisse accéder. Mais ce que je pense, c'est que le problème des marchés, du marché Mokolo, c'est le problème presque de la quasi-totalité des marchés dans nos villes. Parce que, voyez-vous, j'ai l'impression que on ne planifie pas à l'avance un certain nombre de choses. Parce que Madame Fadima l'a rappelé tout à l'heure, dernièrement, j'ai pu voir le maire de la ville qui a reçu les commerçants, des échanges étaient tellement échauffés. Et je pense qu'il faudrait désormais planifier un certain nombre de choses dans nos villes. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, Jean-Jacques, que la ville prend de l'ampleur. Elle croît très rapidement. Très rapidement de nos jours. Et donc, parfois, les gens commencent à s'installer, à construire même, parfois au marécage. Et c'est après, n'est-ce pas, que les pouvoirs publics, ou alors ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de gérer ce genre de problèmes, interviennent. Mais comme elle le disait si bien, il faut bien que si on veut une ville moderne, qu'on puisse passer par casser les œufs. Donc, je pense que il faudrait peut-être... elle a dit tout à l'heure qu'il faudrait que les gens retrouvent les boutiques. Je suis d'accord, mais maintenant, je ne sais pas si à Mokolo, il y a même encore des boutiques qui soient disponibles. Je ne pense vraiment pas. Pour avoir fait, ça fait longtemps, hein, je ne suis pas entré au marché, mais je ne pense pas qu'il y ait encore des boutiques. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une surpopulation. Absolument. Au niveau des marchés. La demande est plus forte que l'offre. Voilà. Au marché Mokolo, il y a plus de commerçants que les boutiques qui peuvent être disponibles. Voilà, parce que ce qui se passe dans nos villes, c'est que dès que quelqu'un n'a pas une activité stable qui puisse lui apporter des revenus, il court directement au marché pour essayer, n'est-ce pas, d'acheter et de revendre. Et du coup, il va chercher à s'installer soit en bordure de route, soit à gauche, soit à droite. Pas nécessairement là où il y a les boutiques, mais il va sans dire qu'il est mieux, n'est-ce pas, qu'on puisse... que les commerçants puissent occuper les boutiques. Et il est mieux que la sécurité, n'est-ce pas, puisse intégrer les marchés. Il est bon que lorsque quelqu'un se rend au marché, qu'il puisse faire ses courses en toute quiétude, pour qu'il n'ait pas à craindre, n'est-ce pas, du vol peut-être de son portefeuille, des bousculades sur sa personne physique, etc. Des agressions. Et puis on va vous tirailler, parce que quand vous arrivez, vous ne pouvez même pas atteindre les boutiques. On vous attrape,
on vous tire à gauche et à droite pour proposer des marchandises. Aller au marché, il faut mettre pratiquement des treillis, il faut mettre une tenue militaire. Bien sûr. Pour aller au marché. Les femmes de ménage, lorsqu'elles y vont, demander si elles vont à la veillée quelque part, pour mettre des pantalons, des chaussettes, et ainsi de suite, pour aller finalement au marché. Nos espaces marchands, on accueille le révérend Emmanuel Mpako. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour cette autre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV de par le monde. Bonsoir à mes co-panélistes. Je voudrais, avec ta permission, adresser un bonsoir particulier à Madame Fadima Toubengono, que je retrouve sur le plateau après beaucoup de temps. La dernière fois qu'on a partagé un plateau ensemble, nous avons eu quelques écarts de voix hors plateau. Hors plateau. Hors plateau. Donc, je voudrais solennellement comme ça lui demander de passer de faire table rase et de considérer cela comme du passé. Et voilà, donc je m'incline devant la charmante dame qu'elle est. D'accord. Pour dire mea culpa, ça a été un moment de faiblesse. Elle a désarmé plus d'une personne ici. Donc, oui, non. Elle a cette particularité de lancer parfois des pics de façon très froide. Ouais. Et pour la première fois ce soir-là, depuis que je fais des plateaux ici, elle a réussi à me désarmer. Oui. Et puis, bon, heureusement que ça ne s'est pas passé sur le plateau. Ça a été hors plateau. Donc voilà, je tenais à lui dire pour qu'elle sache que, bon, je m'excuse de cet élément. Tu peux. Bon, puisque finalement c'est sur le plateau, allez-y. Voilà. Tout à fait. Je voudrais rassurer le pasteur que vraiment... Vous vous en souvenez même plus. Justement, dès qu'on a franchi le portail, on l'oublie. Et nous savons que parfois, les mots peuvent dépasser notre pensée. Et nous prenons ça comme cela. À aucun moment, ça ne devient un sujet d'animosité. Parce que c'est que les téléspectateurs perçoivent sur le plateau, parfois se disent que c'est des ennemis. Non, c'est des adversaires. Non. Nous sommes dans des échanges. Ça peut parfois être houleux. Mais au finish, c'est le Cameroun qui gagne. D'accord. Allons au marché, révérend. Il vous arrive quand même de faire un tour au marché. Oui, de temps en temps. Le marché Mokolo, la dernière fois, ça remonte à... Le marché Mokolo, la dernière fois, ça doit remonter à plus de 6 mois, 7 mois. Mais ça fait pas beaucoup, hein. il arrive quand même qu'on passe par là, même si on n'entre pas au marché. Parce que passer sur la voie et entrer dans le marché, ça peut être deux choses différentes. Alors, mais même en passant simplement sur la route, c'est très difficile. Il est difficile même de passer par là en voiture. Donc la surpopulation dans ce marché est telle que y aller même fait peur. Parce que on se demande très souvent comment est-ce qu'on doit s'habiller. Tu as commencé à le décrire, mes prédécesseurs l'ont également décrit. Il faut effectivement être en tenue militaire avec des bottes aux pieds et tout pour parfois s'aventurer dans la plupart de nos marchés, pas seulement le marché Mokolo. Mais pour s'agissant de celui-là, je pense qu'il est quand même important que tous citoyens que nous sommes, que nous puissions à un moment donné également pouvoir se plier aussi, n'est-ce pas, à la loi de la citoyenneté, de la concitoyenneté, de la modernité aussi. Tout le monde ne peut pas forcément résider au même endroit. Tout le monde ne peut pas absolument s'épanouir au même endroit. À un moment donné, il y a lieu de développer également la périphérie en créant de nouveaux sites, en créant de nouveaux marchés. Si tout le monde veut habiter dans le même quartier, ce quartier va surabonder de monde et on va se marcher dessus les uns sur les autres. Or, en créant de nouvelles sphères, on développe la ville, on l'étend et puis on permet aux uns aux autres également de s'épanouir et de faire des affaires dans des environnements neufs. Seulement nos concitoyens ont cette particularité d'être toujours réfractaires. D'ailleurs, comme tout être humain, la première réaction parfois est d'être réfractaire à la nouveauté. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on est toujours un peu sceptique. Mais il faudrait bien qu'on puisse se résoudre. On est là face à la conséquence de notre tolérance administrative. Tout à fait. On a laissé les gens s'installer. L'OTVP a peut-être disparu, mais il y a encore des paiements qui se font. Vous êtes installé sur l'emprise publique, on prend de l'argent, ça devient compliqué maintenant pour déloger les gens. Encore que les maires, après, ils pensent à leur électorat. Du coup, ça devient un véritable casse-tête. Oui, mais j'ai suivi Madame Fadima tout dit qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faut bien qu'à un moment donné, qu'on puisse y aller et qu'on puisse tous s'y mettre. Délocaliser, certains perdront leur emplacement,
Mais ceux qui ont déjà des emplacements qui sont préétablis, qui sont dans l'architecture du marché, vont y c'est eux qui rester. souffrent. Ceux qui sont à l'intérieur du Tout à marché, fait. Et voilà. qui sont régulièrement installés. Ceux qui C'est empêchent eux qui de ont pas circuler dans le marché, c'est ceux qui sont venus s'installer dans des endroits inappropriés, non prévus pour le commerce, et qui effectivement créent ombrage à ceux qui ont pris des boutiques de façon normale et régulière, et qui ont du mal à voir les clients venir vers eux. Donc il va falloir bien à un moment donné que l'administration s'y mette, et qu'on arrête cette tolérance administrative-là, qu'on passe vraiment, tant qu'on ne pourra pas sévir. La punition aide également à grandir. La punition aide également à s'améliorer. La critique nous aide à se redéployer. Parce que nous mirons au travers le regard des autres. Effectivement, également, il faudrait que nos concitoyens aussi acceptent cela. Et que ceux qui ont la charge de construire, de bâtir, de diriger la cité puissent avoir le courage de ne plus dire mon électorat comme tu l'as dit, mais de dire oui mon électorat, mais mon électorat doit être fier de ce que je fais. Donc il faut assainir. Et pour assainir, il faut sévir, il faut frapper, il faut à un moment donné avoir le bras de fer dans un gant de velours. D'accord, Hubert Volo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux compatriotes que je salue avec beaucoup de fraternité sur votre plateau. Je veux également saluer vos très nombreux téléspectateurs. Non sans oublier, une fois n'est pas coutume, de saluer un sous-officier de la gendarmerie qui abat un travail exceptionnel du côté du Bureau-Mboulou, c'est au sud. Oui, le commandant de brigade du Bureau-Mboulou, il s'appelle M. Bertrand de Somon, il abat un travail particulier. Vous savez que ça ne vient pas toujours de ma bouche. Quand j'en parle, vous devez savoir que le travail qui est fait de ce côté est assez remarquable. Il a réussi à arracher des félicitations Hubert Volo. Hubert, allons rapidement au marché Mokolo. Les commerçants qui se plaignent disent que le maire est un peu tyrannique, il est un peu dur. Le même maire dont on disait qu'il était pratiquement amorphe, inexistant, il veut mettre un peu d'ordre du côté du marché Mokolo. On estime qu'il en fait un peu trop, qu'il va tuer le petit commerçant. Il y a une autre réalité au marché Mokolo qu'il faut intégrer désormais. Vous savez qu'au marché Mokolo, il y avait la gare routière, la grande gare routière en bas. Elle a été cassée, délocalisée minimalement en allant du côté d'Onkolbiko parce que au niveau de l'endroit on appelle Perroquet, vous savez que pour aller à l'Orochomois, forcément c'est par là qu'on passe. Et donc toutes les activités commerciales, formelles et informelles qu'il y avait dans cette zone où je vous parle n'existent plus. Du coup, puisque les populations doivent exister, elles doivent survivre, elles doivent subsister, forcément il fallait aller chercher la clientèle, du moins là le relief s'y prête. Donc je pense que la surpopulation dont on fait mention est liée au fait que la partie bas de Mokolo en bas, comme on l'appelle trivialement, n'est pas très praticable parce qu'il y a des travaux là-bas. L'exigence voudrait donc que cette partie, que ces travaux avancent. Malheureusement, je suis passé là il y a peu, les travaux semblent quasiment à l'arrêt. On dit d'ailleurs qu'on fera à cet endroit un grand échangeur. Oui. Mais la vitesse des travaux laisse quand même à désirer, je ne sais pas ce qui coince. Et donc, les populations doivent survivre. Et de ce côté, il nous revient que l'insécurité a pris une cote d'alerte assez forte. Le maire sévit. En réalité, le Cameroun souffre de ce qu'il a eu dans les débuts de sa construction, beaucoup de tolérance administrative, beaucoup de manquements. Du fait, naturellement, lié à la malgouvernance. Vous savez, quand vous ne gouvernez pas bien, forcément, vous ne pouvez pas être rigide, vous ne pouvez pas être dur, vous ne pouvez pas appliquer la loi dans sa stricte rigueur. Et donc, vous êtes obligé de lasser du lest de temps en temps. Et, hélas, ça finit par créer des situations où, quand vous voulez redresser, quand vous tentez de remettre de l'ordre, le poisson est déjà fumé. Non, on vous dit que c'est pas maintenant. Et puis, malheureusement, vous l'avez dit, le maire, il doit jouer entre l'électorat parce qu'en fait, le maire, les maires chez nous ne sont pas toujours élus parce qu'ils ont une bonne vision. C'est peut-être parce qu'ils ont été gentils, ils ont donné la bière par là, ils ont laissé qu'un travail ou alors un secteur informel se développe là, il ne devrait pas. Mais in fine, lui, il a besoin d'être élu, surtout que 2026 ou 2027 ne se présente pas bien
pour beaucoup de maires, notamment ceux du RDPC. D'accord, on est dans cet espace marchand avec les travaux à gauche, les résidences à droite, parce qu'en même temps, ce marché jouxte les résidences. Vous avez la SIC, qui a également des installations qui sont bouffées pratiquement par le marché. La SIC veut récupérer ces espaces. Vous avez une brigade des sapeurs-pompiers qui est aussi noyée pratiquement dans le marché. Il y a une église, une chapelle qui est également noyée dans le marché. Le décor de Mokolo, du marché, les environs, ça pose quand même de nombreux problèmes. Et on peut également interroger ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire de ces commerçants à la criée qui vont être appelés à déguerpir le temps d'accueillir docteur Stéphane Zanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent votre magnifique chaîne et principalement votre émission. La question qui est posée à M. le maire de la ville, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui sont appelés à partir? Est-ce qu'on indemnise ceux qui sont installés sur les emprises publiques? Maître va nous aider dans la réponse. Allons-y d'abord sur le juriste. Ah oui, là, il faut gérer l'espace urbain de manière concertée. Je pense même qu'il faut négocier avec certaines forces sociales. Parce que le problème est là, il faut faire partir ces gens, oui, mais où? Il faut déjà trouver un site de recasement. Il faut même que le dit site de recasement soit accessible. Celui qui est évoqué de plus en plus au niveau de Warda, entre le nouveau siège de l'Africa Foot un peu plus haut, il paraît que c'est l'un des sites visés pour le recasement. On imagine bien qu'on est en train d'amener le marché à la bouche du palais polyvalent des sports, qui est quand même l'une des vitrines du Cameroun. Là, cela pose un véritable problème. L'Africa Foot qui est juste à côté, ça signifie qu'on rapproche le marché vers la ville, vers le cœur de la ville, le cœur de la ville qui se doit quand même de refléter une certaine image. C'est la vitrine du Cameroun. Récemment, nous avons accueilli le pape. Il ne fait pas bon de trouver qu'il y ait un certain type d'attroupement. Enfin, le marché, c'est un tout en fait. Le marché, c'est de la rencontre certes entre les vendeurs et les acheteurs, mais autour, il y a d'autres corps de métier que je n'aimerais pas citer ici, par pudeur, qui gravitent autour du marché. Et cela crée un véritable désordre. Donc je pense que le maire de la ville, en parfaite synergie avec les maires des communes d'arrondissement, doivent gérer dans l'espace urbain en général et les marchés de manière particulière, de façon très concertée, trouver des espaces accessibles pour ces acteurs économiques qui contribuent aussi pour la bonne survie de nos mairies via la fiscalité. On ne va pas botter d'un revers de la main de l'activité que cela exerce, mais il faut quand même que cela se fasse dans le respect des règles de l'art, dans le respect des règles de l'urbanisme et dans le respect même de nos villes qui doivent garder leur image de marque. Parce qu'en matière d'image de marque, vous avez évoqué le pape tout à l'heure, son passage nous a un peu trahi, hein. Lorsqu'on regarde le cortège papal à Yaoundé et ce qu'on a vu le cortège en Angola par exemple, même en Guinée équatoriale, on voit l'urbanisme. Yaoundé à un moment donné a eu un peu honte, hein. Peut-être pas vous. Et là, Jean-Jacques, je ne vous coupe pas. On peut aussi remercier la CRTV. On peut même remercier le réalisateur que l'on a reproché de nous avoir pas fait voir véritablement grandeur nature, le cortège du pape et tous les aspects. Il fallait à un moment donné éteindre la caméra, la rallumer. Quand il y avait pour sauver un peu le pays. Moi, réalisateur, je l'aurais volontiers fait pour sauvegarder l'image du pays, même s'il fallait rendre compte à ma hiérarchie pour ces manquements techniques que j'aurais concédé à 200. Il y avait des choses à cacher. Ah oui. Au Cameroun. On a vu la capitale angolaise, hein. On a vu, c'est merveilleux de ce côté. On ne dira pas qu'ils ont choisi les sites, mais on avait l'impression que c'est un aménagement urbain conséquent. Fadima, tu voulais réagir? Oui, moi je voudrais revenir sur le marché pour dire que c'est possible. Le maire doit être jugé par sa capacité d'apporter le développement. Il me souvient, Yaoundé tel que nous le connaissons, nous l'avions connu il y a quelques années. À l'époque, nous étions à l'université, là où il y a le rond-point, le Kradat là. Il y avait des chambres là-bas, je me souviens, j'étais plus bas. Et à l'époque, c'était le délégué du gouvernement, M. Ntimevuna, il passait, parce que à la fin de l'année académique, je crois que c'est 2006-2007,
il est passé, il a sensibilisé les étudiants, il a dit ne versez plus, vous autres, vous êtes carrément au bon milieu de la route, il ne faut plus donner le loyer au bailleur parce que je vais casser. Vous n'allez plus retrouver ces chambres jusqu'à Bonas, monter un peu plus bas. Et je crois qu'il n'y avait pas de route à Bonas. Ouais. Tout le monde grinçait les dents, mais aujourd'hui tout le monde, à un moment après, tout le monde était content du visage que Yaoundé donnait à voir. Bon, on peut regretter qu'il y ait eu on le voit avec un mafia aujourd'hui, on a cassé, on a tracé, il y a des routes, il faut oser. Et à un moment donné, si on tout récemment, quand vous passez au marché Sam, c'était tout le monde qui était sur la voie publique. Un beau matin, tu passes, tu ne vois plus personne, c'est mes enfants que je dis mal, mais le marché Léo, on dit c'est plus bas. J'ai eu la curiosité de descendre pour voir que les gens sont installés dans des comptoirs aménagés, ils sont bien protégés, mais au départ, c'était très compliqué. Et le marché est dégagé, la route peut descendre, la voiture peut partir du haut pour descendre et retrouver le lycée technique en bas et en brancher. Ça veut dire que ça circule. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de compréhension. Le plus important, c'est de savoir où les caser, où les installer. Il faudrait que les gens comprennent aussi qu'à un moment donné, si on veut s'habiller en vêtements blancs, on ne va pas aller se frotter à la tine d'huile de palme. Vous allez forcément vous salir. Il faut bien que les gens comprennent que le développement, ça va aussi avec beaucoup de sacrifices. Moi, je dois pourtant pouvoir évoluer. Oui, moi je voudrais réagir à cette problématique de où elle est casée. Madame Fatima est revenue dessus, le docteur Zangana a parlé. Moi je voudrais réagir pour dire, quand bien même on trouve un emplacement très souvent, nos concitoyens ne veulent pas y aller. Hein. C'est bien dommage. Nos concitoyens ne veulent pas y aller. Combien de fois est-ce qu'on a voulu délocaliser ces commerçants ambulants contre qui nous n'avons rien? Nous voulons bien que tous nous puissions avoir un gagne-pain, nous félicitons l'activité qu'ils mènent, mais quand on veut les délocaliser, ils font de la résistance, ils ne veulent pas y aller. Quand on crée un nouvel emplacement, ils refusent d'y aller. Il y a des emplacements, même aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a où on a construit et personne ne veut y aller. C'est resté vacant. Est-ce que les clients ne vont pas venir là-bas? Donc, les clients sont censés suivre une bonne organisation et une bonne spécialisation aussi des marchés. On ne doit pas avoir les marchés où on vend tout. Ici, il y a la tomate, là, il y a une paire de chaussures, ainsi de suite. C'est justement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si on sait que quand je veux avoir de la tomate, je vais aller à tel endroit. Si je veux avoir des vêtements, des chaussures, je vais aller à tel endroit. Forcément, nous allons y aller. Oui. C'est cette espèce de fourre-tout qui fait en sorte que, finalement, on s'habitue tous parce qu'on va là où les commerçants sont. Mais si nous savons que les commerçants, les détaillants et autres ont été déplacés et que nous pourrons les retrouver à tel emplacement, nous allons y aller. Ils n'ont qu'à aller s'y installer et attendre qu'on vienne vers eux. Mais en fait, comme je disais d'entrée de jeu, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, la réaction première est toujours réfractaire. Il faut également qu'on s'en dépatisse et qu'on sache que c'est ensemble que nous allons bâtir notre cité. C'est ensemble. C'est ensemble. Mais sur la question des guerpilles, des emprises publiques, est-ce qu'on est appelé à les indemniser? Bien évidemment, la réponse est non. Les emprises publiques appartiennent à l'État. Dans le cas d'espèce, les marchés généralement appartiennent à la communauté urbaine. Donc même ceux qui sont installés dans les comptoirs bien aménagés sont des locataires. Simplement, les indemnisations, très souvent, ça vise l'expropriation. Oui. Et il faut que ce soit l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc dans le cas d'espèce, c'est des gens qui sont installés, comme on le dit très souvent, sans droit ni titre. Parce que le docteur parlait maintenant des impôts. Je doute même que ceux-là qui obstruent la voie publique payent même les impôts. Ceux qui paient les impôts sont peut-être ceux qui sont installés dans les boutiques où qu'on peut facilement localiser, on peut retracer l'assiette fiscale. Mais ceux même qui sont en bordure de route, là, qui obstruent les routes à gauche et à droite, je ne pense pas qui se font du bénéfice au détriment de ceux qui payent normalement les impôts, en effet, qui louent auprès de la mairie les différentes boutiques et qui attendent désespérément toute la journée les clients. Et qui favorise aussi cet aspect que le docteur n'a pas voulu décrire tout à l'heure, n'a pas voulu nommer, mais que nous pouvons également simplement appeler pickpocket ou autre pour simplifier. Il y a les pickpockets, il y a maintenant une sorte de filous qui ont des marges qu'on identifie difficilement. Parfois on dit que c'est le syndicat qui vient collecter 100 francs, on dit que c'est une commune, il y a un désordre. Et plus d'une fois il y a eu des problèmes entre ces
prétendus collecteurs et la mairie de la ville. Plus d'une fois, le problème s'est posé parce que l'argent, on ne sait même pas qu'est-ce que ça devient. Parfois, les tickets sont en double. Ils sont pas, on vous dit que c'est des faux tickets, ils ne sont pas traçables et tout et tout. Donc, c'est des gens qui sont installés comme ça à l'emporte-pièce. Ils ne peuvent pas revendiquer une quelconque indemnisation. Le préjudice qu'ils ont subi, c'est quoi? On ne sait pas parce que vous ne pouvez pas être installé de manière illégale et pouvoir revendiquer une quelconque indemnisation. Comme on dit souvent, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est une petite mise en bouche, oui madame. Monsieur Jean-Jacques, ce qu'il faut aussi noter, c'est que les commerçants, à mon avis, n'ont même pas à s'en faire. Parce que chaque fois, constatez que chaque fois qu'on délocalise, on facilite la tâche à un type de population. Parce qu'on rapproche du marché, le marché des autres populations. Il est seulement question qu'il soit organisé, que les mêmes activités qui menaient à Mokolo, où les gens venaient, partaient de loin pour venir acheter, quand ça se rapproche d'eux, vous comprenez que également là-bas, ils vont se faire du bénéfice, ils vont avoir de la nouvelle clientèle, il n'y a pas de quoi... Et même les anciens clients vont aller là-bas. Ils ne sont pas d'accord. On a été à Douala il y a quelques jours, on a vu le marché Mbopi. Là-bas également le même problème se pose, celui du marché Mokolo, on le trouve à Mbopi également, présenté comme le plus grand marché en gros de l'Afrique centrale, mais en termes de désordre c'est également le plus grand. De ce côté-là, j'ai vu le marché Sandaga, présenté également comme le meilleur pour ce qui est du vivrier. Le portail est même perdu, vous ne savez pas par où entrer à Sandaga entre motos, tout ce qui racole, ainsi de suite, c'est pas vivable. Vous regardez ici à Tanganambala, la chaussée elle est engloutie. Il vous reste juste un petit espace si vous voulez circuler. Les commerçants sont à même la chaussée et déversent tout. Avec même des huiles qui peuvent détruire le goudron, tout le monde est installé. Et pourtant la route est bien grande. Elle est bien grande. Elle est bien grande. Quand vous passez là-bas un jour férié, quand ça arrive qu'on a quand même un peu fait le ménage, pour la route est un peu grande de ce côté. Jean-Jacques, est-ce que tu vois un peu ce que devient de plus en plus le carrefour Ekounou aujourd'hui? Lorsqu'on a fermé ce marché pour le reconstruire, nous avons tous rêvé, que nous passerons désormais après reconstruction sur ces voies-là sans plus avoir à enjamber des seaux de tomates, les étalages de pommes de terre et tout ça. Mais le marché a été bien construit. Il y a de l'emplacement à l'intérieur. On a prévu même que nous puissions circuler à l'intérieur pour aller vers les étalages. C'est l'espace de vie, le marché. Mais comment on arrive à retrouver toujours aujourd'hui des étalages sur le trottoir au point où les piétons sont obligés de venir retrouver les véhicules sur le bitume parce que le trottoir est occupé par des commerçants qui étalent. On a beau venir toujours les pourchasser, les déloger, le lendemain ils reviennent ou bien ils guettent le passage de la voirie ou de la police. Ils sont toujours prêts à porter leurs sacs. Voilà. Et puis dès que c'est passé, ils se réinstallent. À un moment donné, il faut bien que nous puissions tous nous départir de ces façons de vivre pour que nous puissions avoir des cités belles. C'est bien beau de décrier, c'est bien beau de dire qu'il y a de l'insalubrité, c'est bien beau de dire qu'il y a des crevasses, c'est bien beau de... Mais nous, en tant que citoyens, aidons aussi ceux qui dirigent à faire mieux et à améliorer. S'ils sont là tout le temps à recommencer, et s'ils sont là tout le temps à nous pourchasser, à bagarrer entre guillemets avec nous, on ne les aide pas non plus, on ne les facilite pas la tâche. D'accord, on va prendre un verre d'eau avant le verre d'eau. C'est à ta guise. D'accord, juste avant le verre d'eau, une source bonus. Juste pour dire qu'en réalité, au-delà de tout ce que nous décrivons, il y a un problème de gouvernance. Vous savez, le citoyen est moulé, le type de citoyen qu'on veut pour une société. On le pense, on le conçoit et on le construit. Quand vous observez que vous êtes allé à Mbopi, c'est le même phénomène. Vous allez à Sandaga, c'est le même problème. Vous allez à Mokolo, le même problème. Vous allez à Tanganambala, le même problème. Vous n'imaginez pas que ce sont les gars de Mbopi qui se retrouvent à Tanganambala ou encore à Mokolo. Ce sont les citoyens camerounais. Qu'est-ce qu'on y met dans la citoyenneté camerounaise? Quel est le contenu? Est-ce qu'ils ont peur de l'espace public? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Et du coup, vous allez voir que chacun fait de l'espace public ce qu'il pense à sa guise. C'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un de libérer le trottoir pour passer. Il vous dit, mais vous avez tout pris là-bas, ou même ici en bas où on se bat pour vivre, vous allez nous déranger.
Et vous connaissez la fameuse démocratie que vous avez donnée. Non, en réalité, la démocratie, il y en a aussi. C'est ce que vous appelez ça dans la liberté. Au Rwanda, non? Qui rime. C'est vrai qu'au Rwanda, attendez, c'est pas ça. C'est pas indiscipline, c'est pas un civisme. Ils sont allés vers le libertinage. Allez au Rwanda, vous allez comprendre que la démocratie est un construit qui a des valeurs qu'on inculque aux gens dès la base. Et du coup, on vit avec. On ne se peut pas se départir de ça. Or, chez nous, vous voyez que chacun fait comme il veut. Et ça vient donc s'ajouter la tolérance administrative. Parce qu'en réalité, la tolérance administrative est donc une sorte de rattrapage des erreurs qu'on a laissées. Est-ce que vous savez que les Africains ont transporté cette façon de faire? Vous voyez, il y a aller avoir en France. Vous voyez souvent les gens courir. Non, je ne m'approche pas. Non, ne soyez pas... C'est pas vous, je ne vous accuse pas. Vous rendez compte? Vous n'accusez pas. Non, c'est pas... Moi, je voudrais... C'est vrai que vous êtes très proche de ça, je peux... Mais je dis que... On a beau parler de nos compatriotes, n'est-ce pas? En France, ils transportent le même comportement. Ils ont un comportement. À Moulin Rouge, ils ne sont pas à Mokolo. Ils ont le même comportement. Ils sont pourchassés par la police. C'est incroyable. À Moulin Rouge, on leur puisait, ils sortent de cet environnement. C'est incroyable. Ce sont les Africains. Pour la plupart des Camerounais, ils brassent les prunes et le maïs. Mais quand vous partez de château, ils sont dans un environnement dans notre espace. Je ne sais pas trop, à Nanterre ou encore à Avignon. Vous n'allez pas le trouver comme ça. C'est pas la même chose. Oui. Parce qu'il y a un... Là-bas, il y a leur territoire. À chacun, vous savez que ce sont les Africains qui gèrent... Oui, c'est l'Afrique. Ils sont nés là-bas. En réalité, non. Non, ils sont nés là-bas. Madame, je voudrais que vous compreniez que notre mauvaise citoyenneté prend essor, prend racine dans ce que vous avez appelé l'avènement de la démocratie, qui a été mal socialisé dans notre contexte. En 90, les gens pensaient que c'est le tout permis, le tout autorisé, au point où on a inauguré une ère de ceux qui pensent que défier l'autorité de l'État, c'est exprimer sa liberté. Le citoyen ne pense pas. Le citoyen ne pense pas. Quand vous apportez un modèle de gouvernance, vous enseignez aux citoyens, au peuple, à la population, l'orientation. Si je vous écoute en politique, vous êtes en train de dire aux populations, restez dans cette anarchie, ne changez pas. Ce que je dis en tant qu'homme politique, c'est que si nous on arrive au pouvoir, on va penser un modèle de société. Merci. C'est bon je vous accuse. C'est bon pour la chute, prenez un verre d'eau, qu'on ne voit plus le spectacle qu'on observe dans nos marchés, les espaces marchands, où quelqu'un a son porte-tout, qu'on appelle le pouce-pouce. C'est toute une boutique, une quincaillerie ambulante. Lui, il ne paye pas de taxes. Non. Il stationne là, il vend, il continue et il obstrue l'accès à une boutique régulière qui est derrière. Il a tout, hein, jusqu'aux chaussettes. Il vend. Cette quincaillerie, la nuit, c'est une masse lumineuse qui avance. Il vend même l'ampoule qui éclaire sa boutique ambulante. Là. Si vous voulez l'ampoule, il décoche et puis il se fait du bénéfice. Prenons une respiration et puis derrière, on parle justement de la présidentielle 2025. Est-ce qu'elle est désormais dans l'histoire? Peut-on considérer que c'est un dossier définitivement classé? Merci d'être des nôtres ce soir encore. Bonsoir le plateau. La question, la gestion des marchés est vraiment paradoxale. Vous avez cité Mbopi, Sandaga, mais au niveau du marché central de Douala, non loin de la mairie de Douala, deuxième, vous verrez 95% de la chaussée complètement érodée. Et malgré cela, l'on rencontre des commerçantes vendre sur la route et qui rend la circulation, même à moto, quasi difficile. Ben Moust depuis Douala, même à pied, le piéton a des problèmes au marché central à Douala. Bonsoir, Jean-Jacques est à votre panel, s'il vous plaît, Mokolo. Et même mieux, faites un tour à Mendon, vous allez voir le miracle. Ils sont en plein milieu de la route, très compliqué. Ce pays, dit-il, n'a pas signé. Je crois que c'est Sonken Jean qui envoie ce message, a dit que Mokolo même passe à Mendon, c'est grave. C'est quasiment le même spectacle qu'on observe dans nos marchés
qui peut faire quoi, qui doit faire quoi. Le Camerounais veut aller au marché, que le marché ne soit pas plutôt un problème, soit un espace de vie et de solution. Sur la thématique qu'on va afficher au bas de l'écran, je vais commencer par les acteurs de la société civile avant de voir les acteurs politiques. Peut-on considérer aujourd'hui, révérend Emmanuel Paco, que la présidentielle 2025 est désormais dossier classé? J'ai envie de répondre simplement par oui. Même si c'est un oui qu'on pourrait nuancer. Et je ne voudrais pas entrer dans les nuances politiques que je ne fais pas. Mais si vous n'avez pas... oui, mais je vais les effleurer un peu. Les politiciens sont là, ils vont pouvoir creuser davantage. Je voudrais simplement dire que nous sommes dans une société qui a des lois, qu'elles soient bonnes ou pas. Ce sont nos lois. Et nous vivons avec ces lois, nous vivons avec l'administration que nous nous sommes donnée. L'élection présidentielle a eu lieu. C'était en octobre 2025. Bientôt nous serons en octobre 2026. Hein. Le temps passe, ça fera bientôt 1 an pour un mandat de 7 ans en train de s'égrener. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de prises de parole, il continue à en avoir. Nous, en tant que citoyens, observateurs également de tout ceci, que nous vivons aussi, nous finissons par nous demander c'était quoi l'objectif et quelle est la fin. Quelqu'un demanderait également la finalité, c'est quoi. Donc, nous avons notre quotidien qui nous rattrape en permanence. Et nous devons manger, nous devons se soigner, nous devons envoyer nos enfants à l'école, et nous ne saurons le faire dans un chaos. Donc nous avons besoin, malgré tout, de pouvoir sortir chaque matin et de pouvoir rentrer chaque soir. Et pour le faire, il faut bien qu'il y ait des institutions qui fonctionnent. Il faut bien qu'il y ait une autorité, que tout le monde l'admette ou pas. Encore qu'on dit, il ne faut jamais s'attendre à ce que tout le monde t'adule ou bien ait la même pensée que toi. C'est la contradiction qui nous fait avancer. Donc, nous sommes finalement partis pour vivre cette année autre du renouveau national depuis 1982. La première année est en train de s'épuiser progressivement. Alors sur le plan de la loi, sur le plan des élections, est-ce qu'on reviendrait encore à ces élections aujourd'hui? Est-ce qu'on va refaire de nouvelles élections présidentielles aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Nous sommes partis, on a continué à interpeller. Je pense que l'élection, ça arrête sur les chiffres. On vote, il y a les chiffres, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre, Jean-Jacques, aujourd'hui? Est-ce qu'on va, on va recommencer? On va aller renverser le pouvoir en place? On va faire des marches pour aller sortir, pour bien d'étudier. Tout ceci ne sera que de l'insurrection. Quelle que soit la façon dont on y va, ce sera de l'insurrection. Alors, si on veut continuer à fonctionner dans un État qui, de toute manière, Paul Biya a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Oui. Il a prêté serment, il est le chef de l'État. Il vient de proposer un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale, qu'il a promulgué pour instituer un vice-président. Il y a des débats. C'est là que je vous demande si c'est clos finalement. Non, parce que ce projet de loi est la conséquence de sa réélection. Est-ce qu'on va se limiter à l'élection parce qu'il a gagné alors que ces réformes appartiennent justement... Voilà, tu ouvres la porte aux nuances. J'ai dit, il va y avoir beaucoup de nuances parce que si je m'en tiens juste à l'élection présidentielle, sauf que maintenant... La question ne s'en tient pas uniquement à l'élection présidentielle. La question veut effleurer la continuité. Voilà, tout à fait. Donc dans cette la suite logique de l'élection présidentielle. Dans cette continuité, donc, on ne peut pas dire que c'est bouclé. Dans cette continuité, effectivement, il y a beaucoup de choses encore à redire et à refaire. D'accord, maître. C'est terminé. Dossier classé. On tourne la page, la présidentielle 2025. Peut-être comme mon voisin, je dirais oui et non en même temps. Mais pourquoi oui? Oui, parce que en fait, on peut considérer à date que les opérations électorales sont achevées. Comme il le rappelait à bon escient tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats et le président Paul Biya a prêté serment. Là, si on s'arrête sur les opérations électorales, on peut être tenté à dire qu'on est arrivé à terme. Mais sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure,
il y a une suite que pense être une suite logique. Nous avons vu après l'élection présidentielle et après le discours du président de la République du 31 décembre, je suis ravi ce soir d'être en face de Madame Ngono qui rappelait sur ce plateau. J'étais couché chez moi à la maison, je regardais l'émission que le gouvernement devait intervenir dans les tout prochains jours. Je pense que l'une des suites logiques... On était autour de février. Voilà. Je pense qu'une suite logique, l'une des suites logiques d'une élection présidentielle dans un pays, c'est qu'on puisse quand même faire une redistribution des cartes. Et jusqu'à date, malgré le discours du président de la République et des dires d'un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, qui peut-être ont souvent la primaire de l'information, qui nous ont rassurés, nous n'avons pas, n'est-ce pas, jusqu'à date, un nouveau gouvernement. Je pense donc que si je prends ce volet-là, je peux dire que l'élection n'est pas encore terminée. Il me semble également, je n'ai pas la très bonne information, mais qu'un président de parti politique aurait saisi l'Union africaine. Oui, le président du MRC. Voilà. Je n'ai pas pu prendre connaissance de l'acte de saisine, sauf que la lecture que je peux faire, c'est que c'est très difficile. Je ne vois pas comment est-ce que l'Union africaine pourra, n'est-ce pas, remettre en cause ce qui a été fait jusqu'ici. Un principe de droit international qui est toujours convoqué en la matière, c'est celui de la non-ingérence. Je ne vois donc pas. Et puis, de mémoire, peut-être mes copanélistes vont me corriger là-dessus, je n'ai pas encore vu l'Union africaine faire débarquer un président ou bien remettre en question les résultats ou l'élection même dans un pays. Lorsque j'entrais dans ce studio, j'ai consulté la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, oui, qui contient de très bons articles, mais qui sont pour moi de simples engagements. L'engagement à veiller sur de bonnes élections, sur la démocratie, le respect des droits de l'homme. Mais est-ce que l'Union africaine ou toute autre organisation régionale ou sous-régionale aurait des moyens de coercition vis-à-vis de l'État du Cameroun? Pas des moyens de coercition, mais au moins cette démarche pourrait indiquer également que si certains ont refermé la page, il y en a qui n'ont pas refermé. Justement, là, c'est justement vers là où j'étais en train d'aller pour dire que pour certains, c'est fini, mais pour d'autres, la page n'est pas encore fermée. Et la dernière actualité avec ce que vient de faire le président du MRC est suffisamment éloquent à cet effet. D'accord. Politologue, à vous la parole maintenant. Est-ce qu'on a refermé cette page présidentielle 2025? Je vais emboîter le pas aux autres du oui et non. Oui, et non. Oui, parce que cette élection, d'abord, c'est quoi l'élection? Le processus électoral, en général, si vous voulez, c'est un ensemble d'éléments qui sont des éléments qui vont des inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection, en passant bien sûr par la maîtrise du contentieux qui peut être préélectoral et aussi post-électoral. Sur ce plan, l'autorité légale en charge de la proclamation des résultats s'est déjà prononcée, à savoir le Conseil constitutionnel, dont le vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 est connu. Et il a d'ailleurs prêté serment devant le Parlement et il gouverne, il a commencé déjà, il gouverne déjà. Maintenant, sur le plan légal, l'élection présidentielle, la page sur le plan juridique, elle est tournée. Maintenant, pourquoi la page n'est pas tournée? Parce qu'au lendemain de l'élection présidentielle, il y a eu des contestations post-électorales, il y a eu des violences post-électorales. Plusieurs Camerounais ont été interpellés et sont d'ailleurs embastillés pour divers motifs, parce que certains ont profité de la conjoncture post-électorale pour se rendre coupables d'autres exactions et qu'ils ont voulu mettre à l'actif de la contestation des résultats dont pour l'instant les tribunaux compétents s'en chargent. Il y a d'ailleurs eu, à la faveur de l'arrivée du pape au Cameroun, des négociations informelles de certains acteurs de la société civile et même des acteurs politiques
qui voulaient donc se faire auprès du président de la République. Ils voulaient que le pape soit leur porte-voix au niveau du président de la République pour que la négociation en vue de la libération de ces compatriotes-là soit effective. Preuve que certains éléments de la crise post-électorale sont encore en cours et on ne peut pas dire que la page a été tournée. Après la légalité formelle donc confère le Conseil constitutionnel au nouveau vainqueur de l'élection, il y a aussi la légitimité politique. La légitimité politique ici c'est quoi? C'est l'acceptation donc du résultat et même du vainqueur par la classe politique. Je veux parler des partis de l'opposition, je veux parler de la société civile, je veux même parler d'autres corps sociaux et même d'autres acteurs qui opèrent à l'intérieur de notre pays. Vous avez le vainqueur, le poursuivant immédiat du vainqueur, qui est hors du pays, qui s'est exilé. Justement, la question est là. Est-ce qu'on peut refermer la cette preuve, page c'est que quand il y a le second justement au fauteuil présidentiel? Pour un environnement qui se veut démocratique, cela suppose que pour cet acteur-là, la page n'est pas tournée. Au-delà de ses partisans, pour la plupart, pour certains qui sont embastillés, il y a même sur le plan social, vous avez vu pendant la crise post-électorale des violences, il y a eu des marches. Tous n'ont peut-être pas fait l'objet d'interpellations parce qu'on n'aurait pas de prison pouvant contenir des centaines de milliers de manifestants, mais ça suppose qu'une bonne partie de la population n'est pas d'accord avec le résultat des vainqueurs. Quand vous allez même sur les plateaux de télévision, il y a une certaine rhétorique des formations de l'opposition qui disent on peut encore écouter des éléments tels que victoire volée, mal élu. Donc, il n'y a pas encore, au fond, cette acceptation qui voudrait justement, qui est la preuve qu'il y a encore des soucis et que la page n'est pas complètement tournée. Parce que dans un environnement qui se veut démocratique, il faut qu'on s'accorde sur le minimum, que le vainqueur est notre chef d'État, à nous tous, à tous les Camerounais. Maintenant, nous pouvons critiquer sa gouvernance, ce qui est normal. Nous sommes des opposants, nous sommes de la société civile, certaines actions, certaines politiques publiques ne sont pas conformes avec les normes qui sont les nôtres. Nous sommes, pas moi personnellement, je parle des acteurs de l'opposition, oui. Ils sont donc en droit de jouer leur rôle d'opposant, qui est celui de critiquer dans le respect des règles de la République. Vous verrez donc qu'il n'y a pas cette légitimité politique, il n'y a pas cette légitimité entre guillemets sociale de la victoire, autant pour moi du vainqueur. Donc on en est encore à des négociations pour ramener véritablement la sérénité dans notre environnement politique. Maître parlait tout à l'heure de l'Union africaine qui a été saisie par un acteur politique. Bon, moi je ne peux pas mettre cette saisine à l'actif de la crise post-électorale, en fait à l'actif de l'élection présidentielle, parce que le requérant n'a pas concouru à l'élection présidentielle. Mais ça lui retire pour autant pas le droit. Sauf qu'il reste citoyen et parti politique. Justement, et deuxième élément, maître, le requérant ne saisit pas l'Union africaine au lendemain de l'élection présidentielle. Preuve que dans ses motifs, je suppose, j'ai pas lu, il n'y a pas de contestation de l'élection présidentielle de 2025. Le requérant rentre mais ce qui a un rapport avec l'élection présidentielle, dans le courrier du requérant, c'est qu'il dit que notre État va de report en report d'élection, ce qui ne donne plus le droit aux citoyens de choisir leurs propres dirigeants. C'est-à-dire que la présidentielle arrive également à la suite de plusieurs reports, et ces reports-là, pour lui, ont un impact sur l'élection présidentielle et le résultat. Moi, je reste sur la thématique présidentielle 2022. Dossier définitivement classé. Maintenant, la gestion du calendrier électoral, pour ce qui est des législatives et municipales, ça fait certainement l'objet d'un décret et le président de la République... Puisque les élections sont interliées au Cameroun. Et donc, justement, le président de la République est déjà dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons un nouveau président depuis novembre, je pense, 2025, avec la prestation de serment. Dans ce qui est du pilotage des politiques publiques, dans ce qui est de sa manière de gouverner, là c'est tout autre chose. Le président exerce donc déjà le pouvoir. Et la gestion du calendrier, plusieurs paramètres rentrent dans l'organisation matérielle et même dans la programmation d'une élection. Maintenant, c'est le président qui a la bourse.
Est-ce que des indicateurs financiers permettent d'organiser? Est-ce que sur le plan matériel, il ne faut pas quand même dire sur ce plateau que le Cameroun n'a pas l'argent pour organiser les élections. Donnez-nous vraiment tous les motifs possibles. Donnez tous les motifs possibles. Je pense même que, vous savez, nous tous, nous sommes aussi... Mais moi, je n'ai pas accès au compte de l'État. Nous sommes aussi... Honnêtement, humblement, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Nous sommes aussi ceux-là qui soutiennent le président de la République. Je ne suis pas directeur général du Trésor, ce que je pense, docteur, c'est que dire à Mondo Vision que le Cameroun n'a pas d'argent pour organiser vous avez vos termes que vous devez assumer. Je pense que c'est pas bon pour nous, l'image de notre pays. C'était juste... Je vous rappelle que nous sommes sous ajustement structurel, maître. Si nous étions sur liquidité, nous ne serons pas allés revoir le FMI ou des programmes spéciaux visant à nous aider à améliorer nos finances publiques. D'accord. Réaction de Hubert Volo sur cette question. Est-ce que Hubert est dans le oui et non concernant justement le dossier présidentiel 2025, est-il définitivement classé? Jean-Jacques, la façon dont vous avez libéré la thématique nous pose justement, nous impose à répondre de manière claire. Quand vous dites définitivement. Oui, c'est à dessein. Voilà. C'est-à-dire qu'un dossier, si je suis dans l'administration, on le classe. D'abord, il est toujours classé d'ailleurs. Finalement, on le met à la fin du processus. Là, on n'en a plus besoin. Je paraphrase pour que les gens comprennent. Donc, le dossier de la présidentielle n'est pas définitivement classé. Il y a des indicateurs là-dessus. Mais avant de parler des indicateurs, je vais peut-être pas répondre au docteur Zanga, lui dire que non. L'accord minimum ne peut être possible que quand, en démocratie, ne peut être possible que quand vous êtes d'accord sur le processus électoral en lui-même. C'est-à-dire qu'au terme de la proclamation des résultats, vous êtes d'accord que les choses se sont passées normalement telles qu'elles devraient se passer et que celui qui a été proclamé élu l'est parce qu'il vous a battu démocratiquement. Quel est le baromètre qui nous met d'accord au terme de l'élection présidentielle? C'est le contentieux. Non, écoutez, moi je ne suis pas dans le juridisme, je parle de la pratique politique. Comprenez? Dans la pratique politique, vous pouvez clairement vous rendre compte que l'un de vos adversaires a usé d'un certain nombre d'éléments de faute, par exemple. Et au terme, même s'il est proclamé, même s'il y a contentieux, encore que le contentieux, on peut faire tout un débat là-dessus, au Cameroun, pour dire qu'en réalité, même si c'est une décision du Conseil constitutionnel qui a été dite et qui n'est pas attaquable, on l'accepte parce qu'elle est imposée, de fait, mais on n'est pas d'accord avec la décision. Et donc, du coup, dans le prolongement, mon cher, il ne peut pas avoir un accord. Donc, je voulais juste vous faire partager cela. Hubert, pour te relancer, s'il te plaît, de tous les candidats qui ont concouru à cette élection, combien aujourd'hui n'ont pas reconnu le chef de l'État comme président de la République? Et combien ont-ils reconnu? Moi, je ne sais pas si vous avez fait le travail. Je vous le concède. Lorsque nous voyons les candidats aller faire allégeance ou bien aller saluer le chef de l'État, lui faire révérence. Est-ce qu'ils sont allés en tant que candidats? Ou alors, en même s'ils sont allés en tant que citoyens, ils n'en demeurent pas moins ex-candidats, ils n'en demeurent pas moins leader de parti politique. Lorsqu'ils partent serrer la main au chef de l'État, c'est bien au chef de l'État qui serre la main. Et qui serre la main? Est-ce que c'est le leader du parti politique ou le secrétaire au bureau du Parlement? Parce que parfois les gens portent plusieurs casquettes. La question que Jean-Jacques pose est pertinente. On peut avoir des employades et à la fin, Jean-Jacques me dit, bon, ça va alors. Salut l'aîné, il est le grand. Je vais vous saluer. Mais est-ce que dans mon fond intérieur, je vous salue parce que je suis dans mon Dieu, ils ont salué le chef. Non, c'est pas ce que je dis, j'ai une image. Il ne faut pas me dérouter de ce que je dis. Surtout pas. Nous sommes là 6 mois. D'abord, 6 mois après une élection, on ne peut pas classer le dossier. Pourquoi? Parce que, au sorti, si je prends par exemple le candidat qui a été proclamé, dans son discours, il a fait un certain nombre d'annonces dont le prétexte des annonces est le fait qu'il soit proclamé. Voilà. On attend. Si vous demandez à Célestin Djamène, il n'en a pas. Si le dossier de la
présidentielle est classée. Il vous répond quoi? Lui, il sait que au terme de ce processus, il doit avoir sa part, par exemple. Voilà un indicateur. Si vous demandez à ceux qui attendent entrer au gouvernement, si le dossier est classé, et donc la contrainte d'un nouveau gouvernement se fait sentir, ils vous disent vraiment, tant qu'il n'y a pas un nouveau gouvernement, là, l'affaire du notre travail suite à l'élection présidentielle demeure et on attend. Je passe, ça c'est en interne, avec M. Biya et ses alliés. Tant que Issa Chiroma Bakari, classé deuxième, continue de signer des communiqués comme président légitime, vous ne pouvez, et que ces communiqués-là sont rendus publics dans une ambiance virale, relayée partout dans le monde. Vous me dites que le dossier est classé, je vous prends pas au sérieux. Tant que des gens sont emprisonnés du fait de ce qu'ils ont marché, M. Zanga dit qu'ils ont profité de la crise pour poser d'autres actes. C'est pas quel instrument qu'il a. J'ai regardé des images de personnes se retrouvant dans des champs. Vous n'êtes pas sûr que ça c'est vous n'êtes pas sûr que celui qui a volé le poisson. Je ne vois pas le lien entre la question. Non, vous n'êtes pas sûr que celui qui a volé le poisson est en prison. Que celui qui a porté la bouteille de gaz est en prison. Mais on sait quand même que parfois vous, mais les autres sont en prison. Parfois vous, en prison. C'est pas ce qu'il a volé. J'ai quand Chamini en prison. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il a volé. C'est aussi qu'il y a des commerces. Voilà les cas que moi je connais qui sont. Il y a des commerces. Non, je ne sais pas. Des liens directs. Vous ne pouvez pas. Si moi je vous cite des gens qu'on connaît, des personnalités publiques qu'on connaît. J'ai quand Chamini, parfait vous. Le professeur Abayo y était. Donc on ne peut pas. A séjourné dans une prison, le professeur Abayo, non? Si. Oui. Il est même pas dans sa chambre. Oui, dans une prison. Non, il a été pas dans une prison. Non, il a été aux arrêts. Je ne sais pas. Il a passé beaucoup de jours à dormir avec sa femme. En garde à vue. Hors de sa maison. À la disposition il ne pouvait pas se mouvoir à sa guise. Quand tu ne le vois pas, on appelle ça la prison. Après, tu peux minimaliser comme tu veux. Donc, quand j'ai fini de dire ça, le dernier aspect, c'est le fait que le président de la République, nouvellement élu, c'est vrai que ce n'est pas un nouveau président, ça aussi vous l'avez dit, c'est qu'il a juste été reconduit, a engagé un débat sur son remplacement. Notamment l'introduction à la Constitution du 16 janvier, qui a été modifiée en 2008 et qui a été nouvellement remodifiée en 2026, le fait qu'il y ait un nouveau vice-président qui devrait leur succéder. Donc, en cas de décès, je paraphrase l'article, je crois que c'est l'article 6, alinéa 5. Dès que lui-même il a mis ce débat sur la table, il a relancé le débat sur l'élection présidentielle. Je voudrais savoir si le président exerce déjà le pouvoir quand il introduit cet amendement. Je ne sais pas. Quelle qualité? Moi, je suis en train de répondre à la question. Il exerce déjà le pouvoir. Je ne pas dire le Nous sommes au lendemain de l'élection. C'est le lendemain de l'élection. Non, arrêtez, je peux comprendre. C'est la suite logique de l'élection. C'est pas là que je suis. Quand il lance ça, le Camerounais sérieux qui a voté pour M. Biya et qui a souvent voté pour M. Biya les précédents mandats, quand il lui pose le problème sur la table, il dit mais il pense à être remplacé par un vice-président. Ce Camerounais se dit mais attends, est-ce que j'avais raison de voter pour M. Biya cette fois-ci, tout au moins? Parce que les précédentes fois, il nous a toujours assuré qu'il pouvait gérer. Subitement, 6 mois après, il introduit une affaire où quelqu'un, il semble dire que je vois les choses curieusement en genre, je préfère choisir quelqu'un qui devra continuer le travail que j'ai amorcé et suite au mandat qu'on m'avait confié. De ce point de vue, le débat, le dossier de la présidentielle n'est pas définitivement classé. Et les actes posés par ceux qui détiennent le pouvoir le montrent à suffire. Merci. Parole à Madame Bengolo sur cette question.
on a permis qu'elle écoute pratiquement tout le monde. J'ai vu qu'elle prenait beaucoup de notes. Dossier classé sur le plan des opérations électorales, sur le plan de la légalité. Il n'y a pas de débat sur qui a été élu, qui a gagné ou qui n'a pas gagné. On sait qui a gagné. Mais est-ce a dit justement que cette affaire-là, on doit passer à autre chose? Je voudrais dire de manière appuyée que le débat est clos. Les questions sur l'élection présidentielle de 2025, le débat est clos. Et le président de la République, dans sa prestation de serment, l'avait clairement dit, l'élection présidentielle est derrière nous. Et il invitait les Camerounais, ensemble avec lui, à construire le Cameroun, à l'accompagner dans la gestion, parce que c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Quand on va en compétition, lorsque celui qui est choisi par le peuple est choisi, la bonne foi voudrait que ceux qui pensent, parce qu'il y a une chose, je vais vous le dire, M. Jean-Jacques, lorsque vous voyez sur la scène politique des personnes s'agiter, des personnes être opposées à tout, ce sont ceux qui ont la conviction que même si le ciel descend toucher la terre, ils n'auront pas suffisamment de personnes, des suiveurs pour faire des responsables qui géreraient quelque chose. Parce que lorsqu'on sait, on a la conviction qu'on a l'aura possible pour avoir de l'autorité, la chose la plus élémentaire, c'est de respecter l'autorité. Et c'est pour cette raison que j'ai le chapeau bas pour ceux qui sont allés aux élections, qui ont eu au moins cette capacité, parce que être candidat, c'est d'avoir déjà la capacité d'être investi, la capacité de concourir, la capacité d'avoir un suffrage. Ceux-là, ils sont allés. Vous ne les entendez pas brailler, railler, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien. Non. Vous avez quand même le deuxième à cette élection présidentielle. En revanche, vous négligez les positions de Issa Tirou. La comédie politique que nous avons inaugurée en 2018. Vous n'allez pas nous demander à nous de faire le procès aux gens qu'ils veulent se succéder sur les chaises des comédiens. C'est qui les comédiens? Donc, est-ce que ça n'est pas manquer de respect quand même à ceux que vous venez de respecter parce que ça engage une élection présidentielle n'est pas facile. La minute après, vous les appelez les comédiens. Permettez, M. Jean-Jacques Zé. Je veux comprendre. En 2018, il y a eu un autre autoproclamé président. Et une passation de services entre eux dans les réseaux sociaux. La preuve, il a dit que c'est sur la toile, c'est viral. C'est normal, ils sont dans leur république. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir sur un plateau aussi sérieux comme le vôtre et se poser la question rhétorique si c'est derrière nous. En revanche, toutes les actions que le président pose, ce sont des actes dont le pouvoir lui a été conféré par le peuple souverain. À travers cette élection, parce que dans l'exercice de son pouvoir, le président est allé à la quête du suffrage du peuple camerounais, qui devait lui donner les marges de manœuvre d'entreprendre certaines réformes, entre autres le poste de vice-président. Il est allé chercher le suffrage. Il est allé chercher le suffrage. Dans son discours programme, il a annoncé les réformes. Sauf si vous avez échangé avec lui, vous a dit qu'il n'y a pas ça dans son... Je dis, il n'a pas précisé de quelle réforme il s'agissait. J'ai dit, mais... Monsieur, c'est le Léviathan. Êtes-vous devenu le Léviathan? J'ai doute fort. Ouais, ailleurs on dit, je vais changer telle loi. Je vais changer telle loi. On sait pourquoi on vote quelqu'un parce qu'il va... Allez prendre... On allait à l'élection sans savoir quel est le contenu de la je pourrais vous donner... Non, tout ne se dit pas, monsieur. Pourquoi est-ce que le président de la République est allé chercher le suffrage du peuple camerounais. Oui. Il était en compétition avec d'autres Camerounais. Avec le profil qu'il a, avec l'âge qu'il a, les Camerounais ont voté 50 plus 3. La majorité absolue, c'est 50 plus 1. 50 plus 3, le peuple camerounais lui a dit, nous vous donnons le quitus. Nous vous votons parce que nous voulons la sécurité, nous voulons la paix, nous voulons la stabilité.
Et le président, justement, a écouté ces messages. Il a annoncé des grandes réformes. J'ai entendu dire sur ce plateau que nous avions annoncé le gouvernement avant le 11 février. Oui, je le concède. Et nous sommes justement à la preuve de ce que il faut jamais parier sur l'homme Biya. Ouais, vous dites rien. Il ne faut jamais parier. Vous dites rien du tout. Il ne faut jamais parier sur les actions de l'homme Biya parce qu'il demeure. On ne doit plus faire confiance à ce que vous nous dites. Parce que vous avez la primeur de l'information. Je vous ai écouté suffisamment. Vous pensiez que je n'avais pas redit lorsque vous parliez? J'avais énormément redit. Par respect de votre temps de parole, je me suis, je l'ai bouclé. Donc je suis en train de dire, je l'avais dit sur un plateau de télévision, c'était pas ici, c'était ailleurs. Et je suis justement la preuve de ce que il ne faut pas s'hasarder à penser à la place de l'homme. Biya. Parce que Biya, c'est toute une énigme. Et parce que les Camerounais savent de quoi il est capable et on lui a donné ses suffrages. En tant que porteur ou bien aguerri ou bien... personnage énigmatique, on lui a donné les suffrages. On le lui a donné. Parce qu'au moins ceux-là le connaissent. Tout à l'heure, vous parlez des réformes, qui n'avait pas dit qu'il y a les réformes. Depuis quand est-ce qu'il vous a parlé des réformes? Depuis que vous le connaissez, M. Jean-Jacques Zé. Il n'entre pas dans les détails, il vous donne la boule. Et il vous a dit, je ferai des grandes réformes. Le gouvernement, dans les prochains jours, sauf si vous avez ce que, de manière stricto sensu, ce que veut dire prochain jour. Non, l'homme Paul Biya, le président Paul Biya, pourquoi est-ce que ceux que j'ai écoutés religieusement se prennent vous accompagne justement. Non, je n'en ai pas besoin, permettez-moi. Non, il m'interrompt, chaque fois qu'il m'interrompt. Par exemple, si on veut leur crier dans mes oreilles, pour éviter. Mais ils sont en train de... Permettez que je l'aborde. Je dis, il y en a qui ont dit que parce qu'il n'y a pas le gouvernement, la suite d'une élection, c'est le gouvernement. Pas forcément. Lorsque vous avez donné les cartes, le quitus à quelqu'un, il a la liberté d'en disposer en fonction de là où il veut nous amener. Maintenant, j'ai entendu dire que quelqu'un serait allé à l'Union africaine. C'est pas nouveau. Vous avez le résultat de 2018? C'est pas du résultat qu'on parle. Non, vous avez le résultat de la demande de 2018. Il paraît que c'est à la mode. Et j'ai pu vous rassurer que lorsqu'il faisait cette demande, c'était pour avoir un résultat au niveau du verdict. C'est donc, il est donc dans le show habituel. Ça fait perdre le poids. Il est dans le show habituel parce que je crois que, bon, sur le plan politique, il peut être piètre, mais sur le plan des juges, j'en sais rien. Je crois que, moi, je le dis, je l'assume. Je l'assume. Je l'assume parce que, oui, c'est son choix d'avoir décidé de ne plus faire participer leurs communicants. Je ne veux pas, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et j'en parle, oui. Si vous choisissez de faire la politique de la chaise vide, vous payez, comme ça a été le cas. Que vous laminez. Vous dites qu'il est piège. L'ancien président du MRC, l'ancien président du MRC a été victime de sa politique de l'incohérence. Et il a été victime également de ceux qui l'applaudissent quand il dit quelque chose et son contraire. Et de ceux qui il n'est pas allé. Ceux qui jurent qu'il ne sera pas. Il n'est pas allé. Il y en a qui ont déclaré qu'il ne sera pas j'aurais aimé. Et il n'a pas été candidat. Ah, j'aimerais un de ces quatre vous retrouver sur un plateau comme panéliste. Monsieur Mbolo, permettez que je dise celui-là. Permettez. Vous avez pas d'être lynché. C'est la preuve de ce que je suis averti. Si vous avez peur d'être lynché, moi je l'assume. Pourquoi? Je dis l'ancien président du MRC qui est allé à l'Union africaine. C'est le président du MRC. Il faut au moins qu'on soit d'accord là-dessus. C'est le MRC. Moi, je sais qu'il était au Manidem. Il est allé au Manidem. C'est le MRC qui sait qui est son président. Et le MRC n'a pas contesté la présidence. Monsieur Jean-Jacques Zé,
Vraiment, ils viennent pas dire que pour le bien-être. Donnez-moi là aussi, c'est discutable. Donnez-moi le fichier avec le vocabulaire que vous voulez que j'emploie. Le président du MRC, c'est Maurice Kamto. L'ancien président du MRC est allé à l'Union africaine. Oui. Comme ça a été le cas à l'époque où il était président du MRC, en 2020, il est allé à l'Union africaine. J'ai demandé le résultat de la même procédure à l'Union africaine. Vous m'avez dit, il veut attirer l'attention. Je vous le conseille. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne voulait pas attirer l'attention? Il est justement dans le même show. Il est justement dans le même show parce qu'il a choisi son couloir. Fait de la comédie politique. Vous voulez qu'on aille là-bas? Par contre, ce que je voudrais vous dire, pour conforter la thèse selon laquelle l'élection présidentielle est derrière nous, sur le plan international, même s'il fallait encore attaquer l'élection, ou bien attaquer le principe de subsidiarité, voudrait que ce soit la CAC ou la CEMAC, parce que c'est plus proche. L'Union africaine est très loin. Et cette CAC, qui a un organe d'observation des élections, était ici. Ils ont observé. Nous avons reçu ici le sommet. Ici aussi, hein. Oui, les élections. Monsieur Jean-Jacques, je parle de 2025 et je reste dans 2027. Tout à l'heure, alors que nous étions en 2025. Tout à l'heure, monsieur Jean-Jacques a dit qu'il me recadrait parce que l'autre n'était pas sur le plateau. Il vous a également envoyé me rappeler qu'il y avait transparence. Je disais tantôt, avant que M. Mvolo ne m'interrompe, que j'aimerais vous retrouver sur un plateau comme panéliste. Peut-être j'aurai le courage de vous répondre. Parce que là, dès que je vais argumenter, vous allez dire vous êtes modérateur. Pour le moment, vous jouez au chat à la souris. Permettez au moment que je développe comme les autres. Pour dire... Non, parce que vous jouez en même temps le rôle du panéliste et le modérateur. Vous me coupez quand ça vous arrange. Vous me retoquez quand ça vous arrange. Que ce soit un panéliste, je le comprendrai. Mais que vous me retoquiez sur des est là pour vous dire qu'on n'est pas là pour parler. Et c'est moi ça que vous retoquez. Moi, je suis en train de parler de la CAC. Je parle de l'observation des élections. Vous m'avez rappelé quelque chose, je ne sais pas si c'est Kamto qui vous a envoyé, mais ce que je voudrais dire. Entre-temps, nous avons également reçu le sommet de l'OMC. Lorsque vous rentrez dans les pratiques, le fonctionnement à l'international, c'est quelque chose qui vient justement vous rappeler à vous Camerounais. Nous sommes passés à autre chose, nous avons un nouveau président avec qui nous continuons avec nos accords. Deuxième chose, le pape est arrivé dans ce pays. Le pape, ce n'est pas n'importe qui. C'est la continuité de la diplomatie. Il est venu rencontrer son homologue président. Il n'a jamais été question qu'il y a une vacance ou bien il y a quelque chose de discutable au niveau du sommet de l'État. Donc tout est clair que le Cameroun est en train d'aller vers autre chose. Mais je me refuse également de penser que, ou bien de valider la thèse selon laquelle le poste de vice-présidence viendrait remettre, non monsieur, viendrait remettre en scène la problématique de l'élection du président. J'ai dit non. Bien au contraire, ça vient conforter de ce qu'il est en possession de tous les pouvoirs à lui donnés par le peuple camerounais. Et les S, en attendant que, bon, vous avez dit que bonsoir, vous êtes dans votre rêve. Bonsoir, chers panélistes. Dire que le dossier est classé serait une utopie. Pourquoi le régime a violé l'article 113 du Code électoral sur la publication des résultats par chaque bureau de vote? Réponse, le régime savait qu'il ne pouvait pas gagner. D'où cette peur Doumbé depuis Berthois. Merci Doumbé pour la contribution. Bonsoir Jean-Jacques. Nos leaders d'opposition ne sont pas cohérents et ne tirent pas les leçons du passé. Comment voudrait-il qu'on les prenne au sérieux après le président élu de 2018? Aujourd'hui, ces opposants veulent nous faire croire qu'ils attendent encore un autre résultat à l'élection 2025. Ils exagèrent, ils manquent de sérieux. Ngaï à Douala, ces opposants font de la comédie, comme le dit Madame Be Ngodo sur le plateau. Bonsoir à vous sur le plateau, le grand soir. En écoutant la dame du RDPC qui qualifie les opposants de comédiens, doit savoir que son président qui annonce un nouveau gouvernement dans quelques jours et faire le contraire après plus, vous dites qu'il est aussi dans la même gamme,
que ses opposants. Tino Valentin, depuis Douala. Merci Tino. Franchement, je trouve que c'est pas normal. Le président a été élu en octobre 2025 et 6 mois après, on parle déjà de changer le code pénal et de créer un code électoral et de créer un poste de vice-président. Mais nous, les jeunes, on veut d'abord le travail, l'école, les stages. C'est ça nos vrais problèmes. Donc pour moi, cette décision ne répond pas aux besoins de la jeunesse camerounaise aujourd'hui. C'est vous qui voulez gâter ce pays, mais seul Dieu vous jugera. Ah d'accord, je sais pas trop parlera le pas bien d'être. Bonsoir. Très humblement, nous invitons Madame Fadima Tour à avoir un peu de respect pour Maurice Kamto et les électeurs de 2018, pour Issa Tiroma et ses électeurs en 2025. Cette arrogance des communicants du RDPC vont conduire les Camerounais dans l'impasse si nous prenons garde. Simon, depuis bonsoir. Le panel, dans quel pays au monde les investitures d'un président n'ont pas été contestées? Est-ce que ce n'est pas la démocratie? Pourquoi le président Biya, un déchu, n'a jamais accepté la victoire de l'autre? Que l'on cite un pays auquel ils sont clairs en démocratie. Signé Foko François Gérard depuis Bamendi, du côté de Bafoussam. Merci frère, bonsoir au panel. Saluer le chef n'est pas classer le dossier parce qu'il faut toujours approcher son ennemi pour mieux le cerner. Enfin, la politique c'est un jeu avec couteau en main. Oubliez ça, c'est aller voir le bébé en compagnie d'un dragon qui est Paul Biya. Pour moi, chaque fête doit être animée. C'est ainsi que les leaders politiques animent actuellement un dossier classé. D'ailleurs, c'est très bien. Moi, je les encourage pour promouvoir la démocratie. Franck de Bokito, merci Franck du côté de Bokito. Juste demander à mon fils s'il ne veut pas tailler l'excroissance de son, je sais pas trop. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on va prendre une autre question? Jean-Jacques, soyez responsable et cessez d'insulter l'intelligence de nos invités. Ne les appelez plus. Parler Mengue Akono du côté de quoi, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Soyez clair, pensez que je manque de respect à l'intelligence de qui sur le plateau? La dame sur le plateau fuit les questions et joue la défensive. Comment elle peut insinuer que Maurice Kamto est le président du Manidem? Elle fuit la thématique en question et se concentre sur leur cauchemar que Maurice Kamto marque depuis Ekounou. Est-ce qu'on va voir un autre message? Bonsoir Jean-Jacques, s'il te plaît, demande à Madame Nimché que pour elle ne parvient pas au RDPC de gagner à Fumbot, y compris. Pourquoi vous ne parvenez pas à gagner à Fumbot, y compris dans votre propre quartier? Aoudou Chourem Junior depuis Fumbot, quartier Bami, donc n'a aucune légitimité de parler dans les plateaux de télévision. Paul Biya toujours gagné dans le Noun. Dites-le lui, peut-être ne le sait pas. Parce qu'à Fumbot, c'est le RDPC Dites-le lui. Qui a gagné les élections. En 2013, le RDPC était à la mairie. C'est l'alternance, c'est possible. Le RDPC a été dans la... Monsieur qui a abouti à la victoire. Et que vous soyez député au maire. En fait, c'est ce qui... Avoir 47%, monsieur Mvolo, dans un département qui est très ancré dans la... qui a un parti de l'opposition, c'est pas donné. À Yaoundé, vous pouvez avoir... Vous pouvez avoir même des militants pour venir parler à votre place. Vous êtes le président, vous êtes... Vous pouvez sur le... Non, moi je suis pas... président du parti. Permettez. Je ne suis pas président d'un parti politique comme Chiroma. D'accord, on répond. Bonsoir à votre panel. À suivre le politologue, nous sommes repartis pour une contestation politique comme en 2018. Au final, on aura des partis politiques qui vont continuer dans la gesticulation et le m'as-tu vu intellectuel qui nous distingue lorsqu'on se dit opposant. Les élections présidentielles sont derrière nous. L'unanimité politique n'existe pas en démocratie. C'est même l'essence de la démocratie. En tout cas, les partis sérieux sont sur les starting pour participer à la vie démocratique dès les prochaines élections. 2032, c'est maintenant et c'est politiquement réaliste, Dr Mbo Alain. Mais 2032 se fera avec une réglementation. Les questions qui sont soulevées par ceux qui contestent, entre guillemets,
c'est la qualité du code électoral, c'est la qualité du collège électoral, c'est le respect des procédures, publication des résultats dans des délais, peut-être une élection biométrique, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut balayer tout cela de revers à la main et penser que ce n'est que la gesticulation? Monsieur Jean-Jacques, 5 secondes, je voudrais, par rapport à l'article 113, il y a un téléspectateur qui a demandé pourquoi est-ce qu'on a publié, on n'a pas publié. L'article 113 dit ceci. Oui. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Oui. Ça veut dire quoi? C'est dans, s'il a assisté à une élection, dans les bureaux politiques, dans les bureaux de vote, les résultats sont rendus publiquement. Il y a ceux qui assistent même, toutes les populations, peut-être un vol ne connaît pas parce qu'il n'a jamais été à une élection. C'est sur le place. À la mairie de Lombo. Il parti politique de l'opposition qui a affronté le RDPC à Lombo. J'étais le coordonnateur du parti univers. Deuxième sur la liste, madame. Il interprète tout ça. Il interprète mal l'article 113. Peut-être que l'article 113 est clair là-dessus. On imagine bien ce qu'il voulait en parlant de publication des résultats. Alors, est-ce qu'il faut balayer ça de revers de la main parce qu'il y a un résultat et qu'il y a un président qui est en fonction? Non, je pense qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Je pense que le président Paul Biya a dit, je crois que c'était dans un ouvrage, je ne sais plus, qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Je pense que c'était une interview. Dans une interview, oui. Voilà. C'est lui qui a, qu'on retient de lui, c'est lui qui a apporté la démocratie, la prospérité. Et là, nous sommes en plein dans la démocratie. Je pense que les acteurs politiques et tous ceux qui sont dans le processus électoral, les partis politiques et autres doivent, n'est-ce pas, tout faire pour accompagner le président à pouvoir apporter vraiment la démocratie, à laisser la démocratie dans notre pays. Et donc, lorsqu'on parle de démocratie, il faut voir que tous ces éléments-là sont importants. Il faut les réunir. Parce que depuis l'élection qui vient de passer, que ce soit l'élection présidentielle ou alors les deux élections qui ont été reportées, il y a toujours un certain nombre de propositions. Les acteurs de la société civile en font. Je pense les partis politiques également, pour améliorer, n'est-ce pas, le code électoral, pour toiletter le code électoral, pour améliorer. Même ELECAM, justement, avait fait des propositions. Bon, personnellement, je ne comprends pas pourquoi toutes ces propositions-là sont, permettez-moi l'expression, bottées en touche. C'est pas pris en compte, alors que je pense que ça pouvait apporter un plus. Peut-être, ça pourrait apporter un plus dans le processus électoral, dans notre démocratie, dans notre manière d'organiser. Parce que j'ai cité tout à l'heure un texte, la charte africaine. Lorsque vous voyez tout ce qui est dit là-dedans, et savoir que le Cameroun a souscrit, n'est-ce pas, à cette charte-là, il est quand même, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, le processus, qu'on puisse apporter un certain nombre de réformes. Il y a le bulletin unique, le docteur disait par exemple tout à l'heure que peut-être le report, peut-être les élections étaient dues au fait qu'il n'y avait pas des moyens. Le docteur voyait que si par exemple on a un bulletin unique, ça peut peut-être réduire le coût, n'est-ce pas, de l'élection. Si peut-être il faut simplement cocher sur un bulletin la personne qu'on choisit. C'est juste un exemple. Que l'organisation d'une élection nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers. Je n'ai pas dit le contraire, j'ai seulement dit que dire du Cameroun, le pays de Fadima Toubengono, qu'il n'y a pas l'argent. Vous êtes bien. De vous et moi, que ça manque de l'argent pour l'organisation des élections, je pense que ça ne nous honore pas. Donc je pense, Jean-Jacques Pouchuté, dire qu'il est important de prendre en considération, n'est-ce pas, les réformes, les propositions des acteurs. On a vu ces acteurs jubilés lorsqu'on annonçait des réformes, notamment avec la modification du code électoral, qui s'attendaient à ce qu'on aille quand même à l'intérieur de ce code électoral. Parler par exemple d'une élection présidentielle à 2 tours, parler par exemple, il y a des choses qui sont restées en suspens et qui ont de la peine à être couvertes aujourd'hui, même s'il y a un vainqueur, il y a un président qui est déjà en activité. Non, le président est déjà en activité, il y a un vainqueur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne se discute pas. Le président Paul Biya, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a été proclamé, il a prêté serment. Donc de ce côté-là, c'est acquis. Mais
il y a d'autres échéances électorales qui sont annoncées. L'élection présidentielle ne va pas seulement s'arrêter en 2025, il y aura une autre élection présidentielle qui peut être lointaine mais certaine. Il est important, n'est-ce pas, que toutes ces améliorations-là puissent être apportées pour qu'on puisse également avoir des élections apaisées. Parce que quand vous disiez la charte, on vous dit donc les pays membres s'accordent à ce qu'il y ait des élections transparentes, des élections apaisées, veillent sur l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir et autres. Mais tout cela ne peut être bien fait calmement, que si les acteurs, ceux qui compétissent, s'accordent sur un minimum, n'est-ce pas, de règles qui puissent régir l'organisation des élections. Révélant l'inquiétude, c'est justement que oui, le côté légal s'est prononcé, les opérations électorales c'est terminé, mais passer à autre chose alors qu'on a eu des morts, on a eu des casses, on a eu des institutions qui ont été brûlées. Il y a des gens qui sont encore en prison aujourd'hui, il y en a qui sont en vadrouille à l'étranger, mais cela entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile et même manquer de respect à ceux qui ont subi relativement à cette élection? Oui, Jean-Jacques, en termes de continuité, si nous sommes déjà d'accord que les opérations électorales sont terminées, oui, et qu'on peut tourner cette page-là, mais si on reste dans le processus de la continuité des élections présidentielles, ce que ça a donné, ce que ça continue à produire comme effet, nous avons tous rêvé, à un moment donné, que par la venue du pape au Cameroun, nous aurions une loi d'amnistie, nous verrions des prisonniers, on va dire d'opinion, être libérés, nous verrions beaucoup... Bon, on ne peut qu'aspirer à ça pour avoir un peu plus de sérénité, pour avoir un peu plus de paix, il est question d'éviter que les mêmes causes aujourd'hui, demain, produisent aussi les mêmes effets. Oui, mais Jean-Jacques, moi je voudrais quand même continuer à me plaindre en tant que citoyen pour me désoler toujours et encore du genre d'opposition politique ou bien d'hommes politiques dits de l'opposition que nous avons dans cette république qui est la nôtre. On a l'impression à un moment donné et de façon continuelle que nous avons des hommes politiques qui n'ont pour leitmotiv que Biamosgo et qui ne s'activent que pour faire partir M. Biao pour le remplacer. 44 années durant, quel est le projet que notre société, mue par les hommes politiques que nous devons aduler, a mis en place pour transformer la société? Mais ils ont tous des projets. Hein. Je continue. Non. La question n'est pas adressée à Mimchi. Je continue. Je laisse l'opposition. C'est pas fini. Vous allez finir. Cette question, avec tout le Hubert, je suis d'accord avec toi. Cette question, elle est fondamentale. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner l'impression que les hommes politiques au Cameroun ne proposent rien? C'est ça le risque. C'est-à-dire que quand ça vient du révérend Paco, je n'ai pas fini. Pourquoi vous mettez? Pourquoi vous me trompez? Sur 42 ans après, donnez-moi un peu la technique, la stratégie avec laquelle les hommes politiques de l'opposition vont mettre sur pied un projet qui va impacter sur la vie des populations sans être au pouvoir. Je vous prends un cas. Et c'est par là que c'est mon temps de parole. Je vous reprends dans un débat. D'accord, ok. Voilà une question fondamentale. Je crois que c'est vous qui l'avez évoqué ou encore c'est Jean-Jacques. Sur la question de la loi électorale. Les hommes politiques de l'opposition se sont assis. Ils ont élaboré un projet de loi clair, à même justement de rassurer au terme d'une élection pour qu'on ne se retrouve pas dans un conflit. Ils se sont assis nombreux. Kanto, Cabral Libi, Djeshoshi et j'en passe. Il y a d'ailleurs Madame Damjoya qui était... Elle a dit au président qu'on a déposé ça même chez vous, non? Elle a même dit au président qu'on a déposé. Oui. Mais, vous voyez, quand l'affaire est allée au Parlement, hein, tous les aspects, à même justement de
garder la cohésion sociale n'ont pas été Vous y arrivez, d'accord. Permettez-moi de reprendre mon temps de parole. D'accord. Vous y arrivez effectivement. Vous y arrivez effectivement. Vous pouvez pas attendre d'un parti politique qui est en train de gérer son pouvoir, de faire ce que vous attendez. C'est pas incroyable. Permettez-moi de commencer mon temps de parole. Laissez-moi développer mon idée, monsieur Volo. Laissez-moi développer mon idée. Qu'elle vous déplaise, soit, mais laissez-moi développer. C'est mon temps de parole. Je voulais relancer le débat. C'est seulement ce que vous pensez. Hubert, je voulais relancer le débat. Ce que votre intelligence développe. Révérend, je veux qu'on reste dans la démocratie. Je veux qu'on reste dans la démocratie qui s'améliore tous les jours. Et elle s'améliore parce qu'il y a des gens qui émettent des oppositions, qui émettent leurs avis. Si on se limite à un parti a gagné et gère son pouvoir comme il le veut, est-ce que c'est annuler tout ce qu'on a vu par le passé? La société, c'est Jean-Jacques 1, Ounel 2 et le Camp 1 et ainsi de suite. C'est annuler tout cela. Parce que tout cela, c'est parce que les gens se sont opposés à tel ou tel aspect qu'on a amélioré. Voici venu le moment, une fois de plus, à l'opposition, de se remettre à la brèche. Tout doit être fait. Oui, l'opposition doit chercher à gagner les mairies. L'opposition doit chercher à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. On ne peut pas être absent là où les décisions se prennent. On ne peut pas être absent là où le pouvoir de décision est électif. Et que vous n'avez pas de personnes qui puissent faire le contrepoids. Et vous pensez que les choses vont s'arranger en votre faveur parce que vous avez dit. Ceux qui sont là ne gouvernent pas selon votre pensée. Ils gouvernent selon leur plan politique. Nous avons beau le décrier, c'est leur plan politique. Alors la manière de renverser ça, c'est de concourir. La manière de renverser ça, c'est d'occuper des sièges à la compétition. Une compétition, ce sont les règles. Les règles, c'est le code électoral. Forcément, les règles, c'est ce que vous faites pour aller espérer gagner. Les règles ne sont pas encore discutées et si elles ne sont pas minimalement consensuelles. Ils sont allés à l'élection présidentielle, il y avait des règles, non? Ils ont concouru ou bien ils ont compéti avec ces règles, non? Mais vous avez compéti avec ça, monsieur Volo. Vous n'avez qu'à ne pas y aller. Vous n'avez qu'à ne pas y aller. À partir du moment où vous y allez, non, vous allez John Fodi, de regretter mémoire, a réclamé avoir remporté l'élection et que nous étions tous d'avis avec lui qu'il avait remporté l'élection. Il avait d'avis. Nous étions d'avis. À vous? Nous étions d'avis. J'assume ce que j'ai dit. Votre instrument, c'était quoi? Nous étions d'avis. Puisque vous parlez du respect de la loi. Ne m'étouffez pas. Pourquoi vous m'étouffez? Respectons nos discernements et respectons le temps. Respectons le temps de parole de chacun. Vous ne pouvez pas penser qu'il n'y a cohérence que quand vous dites ce que vous dites et vous osez à dire ce que les autres disent, c'est incohérent ou bien de non. Laissez-moi développer mon idée. En termes d'incohérence, vous êtes en train de dire que l'opposition est incohérente. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je continue à dire que pour que l'opposition camerounaise puisse avoir la capacité d'inverser la donne, il faut qu'elle aille là où les décisions sont prises. Et comment y aller? Comment y aller? Oui. Participer aux élections en gagnant le vote des Camerounais. Donc, elle n'a pas le droit de dire qu'il faut revoir les textes quand même. Mais elle va quand même aux élections avec ces mêmes textes. Pendant qu'on y va, qu'on obtient le vote des Camerounais. D'accord. Vous regardez comment en 92 pour avoir le vote des Camerounais. C'était pas le même texte. C'était pour l'NDP qui gouvernait. Sauf que Fundi n'a pas gagné en 92. Voilà. Avec le même texte. Avec le même texte. Il n'a pas gagné. C'était en 92 ou 96. C'est 92. Il n'a pas gagné. C'est plaisant pour lui. Il n'a pas gagné sur le plan légal. Je suis d'accord avec vous. Merci. Mais quand je dis également qu'il a gagné, nous sommes tous Camerounais et nous comprenons ce que nous disons. Non, non. Même si le bloc, bon, de toute manière, ok, admettons qu'il n'a pas gagné. Admettons qu'il n'a pas gagné, mais nous savons ce qui s'est passé. De toute manière, à l'Assemblée nationale, il y avait quand même un mouvement. À l'Assemblée nationale, il y a eu un mouvement qui a contraint le RDPC à avoir des alliances, y compris avec le NDA à l'époque. Oui. Parce que l'opposition était présente à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons de l'opposition. Merci. L'opposition veut occuper les sièges pour pouvoir inverser la chose. Merci. Mais soyons au Cameroun.
dites également qu'on facilite le travail à l'opposition. S'il veut faire les meetings, laissez aussi qu'ils fassent les meetings. S'il veut faire des réunions, permettez qu'ils fassent des réunions. On a vu qu'il nous dédicace les livres. N'attendez pas la société civile toujours d'être de votre côté uniquement et de permettez à la société civile également de vous critiquer et de vous dire ce qu'on attend de vous. D'accord. Acceptez également qu'on vous dise que cette opposition est en souffrance quand même. Nous le savons. Mais dites-le aussi. C'est le dernier d'ailleurs. Est-ce que la liquidation d'une élection, parce qu'on est justement sur le chapitre de la liquidation qui peut être utile pour les élections à venir, se limiter aux résultats sans faire la liquidation, voir les passifs et les actifs de l'élection pourrait être également une erreur. Justement, quand vous parlez de la liquidation, on doit faire le point de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des améliorations? Oui, l'opposition est dans son rôle de dénoncer les règles du jeu. Sauf qu'il ne suffit pas de dénoncer les règles du jeu, il ne suffit pas de les contester, il faut les changer. Et on les change par quel mécanisme? Il y a un mécanisme d'adoption des amendements des textes. C'est à l'Assemblée nationale. Remarquons quand même que l'opposition a glané lors des dernières municipales quelques mairies, lors des dernières législatives quelques sièges. Si les règles étaient autant verrouillées, l'opposition n'aurait pas de siège du tout à l'Assemblée nationale, aucune mairie sur les 360. Il faut donc revoir le discours. Et c'est pourquoi je pense souvent que l'opposition doit restructurer son offre politique, la rendre plus alléchante afin de susciter l'adhésion des citoyens électeurs. C'est le seul moyen. Le RDPC, confortable dans sa majorité parlementaire, avec le fait majoritaire qui permet d'ailleurs qu'ils engagent toutes les réformes structurelles qu'ils peuvent annoncer, et ce qui est normal parce que c'est nier même l'essence et les objectifs d'une formation politique. C'est la conquête et la conservation, peut-être pas la confiscation, mais la conservation du pouvoir. Et vous n'allez pas demander à quelqu'un qui gagne régulièrement l'élection avec certains textes de les modifier. Parce que si vous demandez que ces textes soient modifiés, ça suppose que vous souhaitez qu'ils vous soient favorables. S'ils vous sont favorables, les autres trouvent dans le monde, il y a l'amélioration des textes est une priorité. Oui, mais le vœu seul ne suffit pas. Je parle du mécanisme qui permet d'améliorer ces textes. Il faut aller au Parlement. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé que l'élection la plus importante, Jean-Jacques, au-delà de la présidentielle que moi j'estime derrière nous, comme l'a dit le chef de l'État, c'est l'élection législative. C'est le Parlement. La priorité de c'est le Parlement et par la suite les élections municipales. C'est aussi ignorer que le président peut dissoudre ce Parlement-là, s'il ne parvient pas à gouverner. Oui. Moi, j'aimerais que le docteur nous dise combien de propositions de loi il connaît qui ont été déposées sur la table des députés. Monsieur Jean-Jacques, à cette année, nous n'aurons même plus de temps de parole. Ça ne va pas se transformer en conversation entre... Respectez ceux qui parlent, on ne vous a pas interdit de parler en même temps. Non. Vous n'avez pas la parole, vous la prenez, on va encadrer tout cela. D'accord. Maître, on n'a peut-être pas de proposition de loi parce que, bon, peut-être qu'elles sont bloquées par le fait majoritaire. Il y a des propositions de loi. Parce que l'opposition ultra minoritaire. Moi, je n'attends pas de proposition de loi des parlementaires du RDPC. Parce que le RDPC est au gouvernement. Donc les projets de loi qui viennent du gouvernement sont pensés dans le laboratoire RDPC. Donc, ça va faire du double emploi. Je ne pensais pas que c'est avec la séparation des pouvoirs. On ne peut pas en écrire la loi de loi. La séparation des pouvoirs, elle est souple. Et vouloir la pensée unique. Non. Parce que quand j'entends les gens, quelqu'un dit que les gens se sont assis, ils ont rédigé le projet de loi. Bon, un projet ou une proposition de loi, il faudrait déjà qu'on s'entende dessus. Ils ont rédigé en tant que qui pour donner acquis au président. Or, dans le code électoral, M. Jean-Jacques Zé, les suggestions sont faites par les partis politiques. Parce que c'est que les responsables de l'opposition ne vous disent pas. Dans chaque commune, il y a des commissions électorales. Dans ces commissions électorales, tous les partis politiques doivent avoir des mandataires. Est-ce la faute au RDPC si un parti politique se contente de l'obon et veut avoir les voix dans le NUN par exemple? Je prends le code électoral. Depuis 2002 jusqu'en 2013,
avec les mêmes camps, c'est l'administration qui organisait l'élection. Le RDP, c'était dans l'opposition, dans le NUN, parce que c'est le parti de l'opposition qui est là-bas, qui gagnait toutes les mairies. Il faisait comment? C'était la magie, parce qu'il a les militants. On doit vous dire la vérité. Ceux qui se plaignent sur les plateaux politiques, qui ne parviennent pas à faire, c'est parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine. Premier élément. Deuxième élément, lorsque vous voulez, vous reprochez aux uns d'avoir un code électoral qui, je dois le dire, est consensuel à partir du moment où, au niveau des commissions, les partis politiques font des suggestions. Ça veut dire que c'est consensuel. À partir du moment où... Je vous consensuel. Monsieur, le code électoral consensuel. La preuve, au conseil électoral, monsieur Jean-Jacques, j'ai un compatriote, permettez, au conseil électoral, j'ai un camarade, un concitoyen, qui est du parti de l'opposition, non, il est du parti de l'opposition, qui s'appelle Jipendi Salifou, cadre de l'UDC, membre du bureau politique de l'UDC, il est responsable au conseil électoral. Ça veut dire quoi? On ne peut pas s'asseoir sur un plateau et vouloir jouer, donner le démontrer que le Camerounais, il y a une chose. Non, permettez-moi de sortir. Permettez que je sorte de mon développement. C'est pour dire quoi? Les gens vont s'asseoir entre eux. Ils disent que le code électoral, c'est pour le RDPC. Ils font les choses donc entre eux. Ils veulent que les députés du RDPC le votent. Les Camerounais doivent comprendre. Cessez de les abrutir. Le vote au Parlement, ce sont les députés. Pour avoir la majorité au Parlement, il faut avoir les députés. Pour avoir ces députés, il faut être sur le terrain, il faut avoir les militants. On ne va pas se concentrer dans un arrondissement et vouloir avoir les 100 députés. C'est pas possible. Un code électoral consensuel appelle quand même à ce que les acteurs se mobilisent. Ça peut être une tripartite, ça peut être une conférence. D'ailleurs, la constitution qu'on est en train de modifier là, elle est consensuelle. Elle est partie de la tripartite qui s'est tenue. C'est ce que l'opposition demande, que les gens puissent s'asseoir et élaborer un document minimalement consensuel. Justement, pour deux choses. D'abord, la cohésion sociale. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Comment on préserve la paix si on n'est pas d'accord avec l'instrument qui sert à accéder au poste du pouvoir? Le code électoral, dans son consensus, est un impératif absolu aujourd'hui, qu'on le veuille pas. Et puis ça ne se décide pas au niveau des commissions communales. Peut-être c'est une direction, alors ça a échappé à Mme Michel. C'est une loi qui passe par le Parlement, portée par... Les suggestions sont faites à la base. Les suggestions sont faites à la base. C'est quand j'ai fini de le dire. Comment ça? Le mécanisme d'abord le permet par une loi. Soit qu'on c'est incroyable. Mais la seule mécanisme d'adoption enlève à une loi le caractère le politologue, laissez. Moi je ne parle pas de ça, on est passé sur le code électoral. Mais parlant de... vous en parlez. Le Parlement, est-ce qu'il ne peut pas avoir un consensus? J'ai dit les partis politiques font des suggestions. Vous ne pouvez pas les écouter. Je demande aux Camerounais de prendre ce code électoral. Si personne n'a pas de militants, il ne peut pas alors au Parlement, devenez majoritaire. On ne le dit peut-être pas, je suis enseignant. Oui. L'examen de vos élèves qui vous saluent. L'examen officiel, n'est-ce pas, ne finit pas avec la proclamation des résultats. Pas du tout. Du tout. Et il y a, et vous le savez, que même 6 mois plus tard, 7 mois, les décisions continuent à tomber concernant l'élection, les arrêts qui est passé. Tu veux pas avec naturellement. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous à l'Assemblée.